Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire inédit dédié aux gestes éco-responsables, les bonnes pratiques entre grands-parents et petits-enfants. Ce webinaire, il est inédit parce que il est issu de 2 programmes de prévention nationaux d'harmonie mutuelle. Je me présente, je m'appelle Thierry Gatineau, je suis responsable du programme La santé de votre enfant, qui est dédié en fait aux parents d'enfants de la naissance à 17 ans. Et puis l'autre programme qui est représenté par Steve Martin, qui est connecté aussi, qui est responsable du programme Demain s'invente aujourd'hui pour les adhérents d'Harmonie Mutuelle et adhérentes de plus de 50 ans. Donc c'est la première fois qu'on fait un webinaire conjoint sur une thématique qui touche la totalité de la société et qu'on souhaitait justement faire partager un maximum de nos adhérents. Florence Clément de l'ADEME est présente et l'intervenante aujourd'hui est présente pour animer cet événement. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat. Je crois que Florence a déjà mis plein de choses sur le chat, donc vous pouvez déjà commencer à cliquer, mais c'est peut-être mieux d'écouter ce qui va se passer. Je passe sur la slide suivante pour dire que les programmes Demain s'invente aujourd'hui et La santé de votre enfant proposent des webinaires jusqu'à la fin de l'année. Là, on vous en a mis quelques-uns, les prochains. Vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre connaissance de ceci. Donc le 5 novembre, sur le sujet de l'alimentation pour les parents. Pour les seniors, se nourrir correctement, coûte-t-il cher, oui et non. Et puis 14 novembre, la fragilité des adolescents et des familles face aux toutes premières fois et aux addictions. Et puis fin novembre, comment gérer au mieux son stress pour les parents et les seniors. Pour terminer sur la partie prévention auditive, première partie, puisqu'il y aura une autre partie, mieux entendre, c'est mieux vivre. Je vais laisser la parole tout de suite à Florence. Florence, c'est à vous. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Je vais essayer de vous donner des idées pour parler écologie entre générations et faire des activités entre grands-parents et petits-enfants qui vont aller dans un sens finalement qui vous intéresse tous, car comme vous allez voir, on a tous envie d'améliorer les choses, même si on ne partage pas toujours le même point de vue, en fait on va quand même tous dans le même sens et ça c'est plutôt encourageant. Voilà, donc en fait je voulais pour commencer, je vais me présenter déjà. Moi, à l'ADEME, en fait, qui est l'agence de la transition écologique, je travaille pour transférer de l'expertise technique le plus possible vers le grand public et la jeunesse. Donc, je vulgarise du contenu pour le rendre accessible et surtout donner des solutions pour que nous puissions tous acquérir des comportements plus écologiques. Alors, pour cela, on crée des documents, on mène des études et c'est ce que je vais vous partager ce soir. C'est tout ce qu'on a pu réaliser depuis quelques années pour encourager toutes les générations à devenir plus écologiques au quotidien. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ensemble sur quelques idées reçues. On pense souvent qu'il y a beaucoup d'opposition entre les générations, mais finalement, ce n'est pas tellement le cas, comme vous allez le découvrir dans le slide qui va suivre. En fait, il existe réellement un discours entre générations. Les grands-parents et les petits-enfants parlent beaucoup du monde qui les entoure et pas forcément de façon conflictuelle. On a souvent vu dans les médias que les jeunes en fait reprochaient beaucoup aux générations précédentes le monde qu'ils leur laissaient, que les choses étaient vraiment un peu dans l'opposition. Et pourtant, quand on est dans le cercle de la famille, là où il y a le plus d'échanges, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. En fait, il y a au contraire beaucoup de discussions qui sont non conflictuelles. Et on se rend compte que les jeunes, en fait, parlent très spontanément d'environnement. Et ils posent beaucoup de questions d'ailleurs à leurs grands-parents et que c'est pas du tout quelque chose, en fait, qui est d'un sujet d'opposition, mais plutôt un sujet de partage. En revanche, ce qui est noté vraiment une différence, c'est qu'il y a beaucoup d'anxiété qui se génère en fait dans la jeune génération par rapport à ces enjeux environnementaux et qu'aujourd'hui, en fait, quand on est jeune, on se pose beaucoup de questions sur ce que va être le monde de demain et ça, cette anxiété, en fait, n'est pas forcément partagée de la même manière entre les générations. Les grands-parents, pour les petits-enfants, font vraiment figure de référence. Et ça ressort vraiment dans nos études. On a interrogé beaucoup de jeunes. Ça a été une grosse étude où on a vraiment fait un panel. On a écouté un panel de gens de tout âge. Et vraiment, pour les jeunes, ce qui en est ressorti, c'est que la sphère familiale, c'est vraiment un lieu auquel on a confiance. Et quand les choses sont dites, en fait, elles ont de l'importance.
tout comme ce qui est reçu dans le cadre scolaire. Donc vous voyez, 60 pour les jeunes, en fait, les références, ce sont à 73% les parents, à 68% les professeurs et à 47% les grands-parents. Ça va être très encourageant pour toutes les actions que vous allez faire ensuite avec eux. Vous allez voir, ça va avoir beaucoup d'importance. Donc, il y a vraiment des points de convergence, hein, comme je vous disais, entre générations. En fait, les jeunes pensent vraiment beaucoup, en fait, aujourd'hui, que les climatologues évaluent correctement tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Ils croient vraiment ce qu'on leur dit et ils pensent que les informations scientifiques sont justes et fiables, de la même manière, en fait, que les personnes qui sont leurs grands-parents, entre 55 et 75 ans. Qui eux sont à 80%. Donc vous voyez qu'en fait, il y a vraiment une convergence de points de vue. Il n'y a pas de négation des grands enjeux climatiques et des grandes solutions nécessaires à trouver. En revanche, il y a quelques points de divergence. Parce que les jeunes se considèrent plus engagés que leurs aînés. En fait, ils ont l'impression qu'ils ont plus de choses à faire que leurs aînés. On en discutera peut-être tout à l'heure dans les questions, peut-être que ce n'est pas votre point de vue. Ensuite, ils considèrent que leurs parents et leurs grands-parents sont responsables de la situation actuelle. Vraiment, ça, c'est quelque chose d'important. Mais comme je vous disais, c'est pas pour eux conflictuel. Ils savent que les générations précédentes ont aussi fait avec les informations qu'elles avaient. Et que l'environnement n'était pas aussi prégnant dans toutes les réflexions que ça l'est devenu aujourd'hui. Les jeunes disent que les différences d'habitude, en fait, vont renforcer le sentiment d'incompréhension. Ils voient bien que, en fait, ce qui peut générer du conflit, c'est quand on a pris des habitudes, chacun de notre côté, dans les générations, mais que, en fait, on n'a pas les mêmes habitudes. Parfois, pour moi, mes grands-parents, il était tout à fait normal de composter, par exemple. C'était quelque chose qui s'est perdu. On a arrêté de composter ces déchets même quand on avait un jardin. Et aujourd'hui, c'est en train de revenir. Et c'est vrai que nos habitudes de vie ont quand même de grandes différences entre générations, mais que finalement, vous allez voir, ce n'est pas si difficile de revenir à des choses qui sont de bon sens. Alors, il y a un point de vue qui est très important, je pense, quand on est en discussion comme ça, entre générations, c'est que personne n'est exemplaire. En fait, bien sûr, on a tous envie de faire au mieux, mais on a tous aussi nos difficultés parfois à trouver des comportements les plus écologiques possibles. Et en fait, l'un et l'autre vont se faire remarquer entre jeunes et personnes plus âgées, en fait, qui ne sont pas exemplaires et qui pourraient s'améliorer. Par exemple, 71% des jeunes ont déjà fait remarquer à leurs parents ou à leurs grands-parents qu'ils avaient une mauvaise habitude. Et 67% des jeunes se sont déjà fait remarquer par un de leurs parents ou par leurs grands-parents, en fait, qu'ils avaient aussi des habitudes qui pourraient changer. Alors, petite info, on va voir si pour vous vous pouvez me le dire dans le chat si pour vous c'est vrai ou pas. Mais les jeunes, en fait, là où ils font le plus de remarques à leurs aînés, c'est sur le tri. Pour eux, en fait, pour la jeunesse, aujourd'hui, c'est normal de trier. En fait, peut-être les adultes, il y a encore quelques soucis, on ne sait pas exactement ce qu'on trie, parfois on ne le fait pas vraiment, enfin voilà. En tout cas, c'est là-dessus en fait qu'ils vont faire le plus de remarques à leurs parents et à leurs grands-parents, c'est sur le tri. C'est aussi sur la consommation des appareils en veille et c'est sur l'achat des produits avec un emballage plastique. Voilà, je ne sais pas si ça correspond à ce que vous vivez vous dans votre quotidien. Et alors, sur quoi les aînés font le plus de remarques aux jeunes? Alors, ça va être sur tout ce qui tourne autour des gaspillages. Donc, le gaspillage d'électricité, le gaspillage de nourriture, le gaspillage d'eau. En fait, ça, c'est quelque chose pour les aînés, en fait, qui est difficile à tolérer, en fait, c'est quand on va utiliser des ressources, quand on va gaspiller, alors qu'on pourrait très bien faire autrement. Donc là, je vous ai passé quelques slides pour vous montrer un peu l'état d'esprit. Je pense que en fait aujourd'hui, ce qui est vraiment très intéressant à construire ensemble, c'est montrer en fait que nous ne sommes pas dans une société où les uns doivent faire et que les autres n'ont rien à faire. En fait, c'est tous ensemble qu'on va pouvoir construire un monde plus écologique, plus solidaire, plus équitable. Donc, en fait, cette opposition qu'on fait parfois ressortir dans les médias ou quand vous écoutez les gens autour de vous, en fait, c'est quelque chose qui est finalement plus pénalisant qu'on ne le pense parce que ça met des freins à l'action. Alors qu'en fait, quand on montre qu'on est tous solidaires dans l'action et que c'est ensemble qu'on peut mener des actions qui vont avoir du sens et qui vont d'ailleurs parfois être des moments d'épanouissement,
et que c'est dans le collectif que la solution va se trouver et non pas dans une individualité où chacun reste campé sur ses positions, bien c'est déjà une très bonne solution pour faire démarrer les choses. Donc quand j'ai été invitée à partager ce moment avec vous, je me suis dit qu'en effet, c'est pour ça que c'était très intéressant, c'est trouver en fait des moments de convergence où on va pouvoir parler entre générations, faire des choses ensemble pour montrer en fait qu'il n'est pas si difficile de changer de comportement, il faut juste en fait savoir quoi faire. Et donc, je me suis proposée, en fait, de vous présenter aujourd'hui des idées pour agir ensemble, en fait, qui sont pas forcément exhaustives. Hein. C'est pas, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a à faire ensemble, mais c'est peut-être plus vu à voir comme un point de démarrage pour ensuite réussir à initier des actions communes entre générations. Voilà. Donc, je vais vous proposer des idées pour agir ensemble. Déjà, il y a des moments propices, je pense, en fait, pour favoriser les échanges. Et ça, c'est nos études qui ont également ressorti ces moments propices sur lesquels, en fait, les discussions se mettent en place et où on peut vraiment parler entre jeunes et aînés de sujets qui sont communs. Alors, ces moments propices, ce que nous ont ressorti nos études, ce sont d'abord les informations. Quand on regarde des reportages ensemble ou les informations ensemble, ce qui se génère forcément tout de suite, c'est une occasion de débattre de ce qu'on a entendu. C'est aussi un moment où on va faire le point sur ce qu'on a compris et parfois on ne comprend pas la même chose parce qu'on n'a pas forcément non plus le même niveau de connaissance quand on a 15 ans et quand on en a 70. Donc forcément, on a des points de vue qui peuvent être un peu différents et par exemple faire le point sur ce qu'on a compris et exprimer son point de vue sans se dire qu'on a forcément raison, c'est déjà un très bon moyen de démarrer une discussion. Ensuite, c'est aussi quand on va gérer les activités du quotidien. En fait, quand on est en train de cuisiner, faire la vaisselle, quand on doit descendre les poubelles ou s'occuper du linge, forcément, on va se poser pas mal de questions parce que ces activités ont un impact sur l'environnement. On utilise des produits toxiques parfois pour détacher le linge, qui sont pas toujours nécessaires. Le savon de Marseille peut très bien faire l'affaire. On peut très bien ne pas savoir où jeter ses déchets et poser la question. Quand on cuisine, on va pouvoir cuisiner avec des produits de saison et justement faire un petit rappel parce que ça, il y a des habitudes qui se sont perdues pour savoir quel est le bon aliment à la bonne saison. Donc en fait, tous ces moments de vie sont des moments de discuter des comportements plus écologiques qu'on peut acquérir. Ce que je vous propose, c'est que si jamais il y a une question qui vous vient à l'esprit, j'ai le chat qui est juste à côté de moi et je peux regarder les questions qui se posent. Donc, si vous pensez que c'est important que je développe un point ou si vous voulez à ce moment-là qu'on réagir sur quelques personnes et sur quelques points que je viens d'aborder, en fait, mettez-moi un petit mot dans le chat et je pourrais à ce moment-là aller un petit peu plus loin dans les explications que je vais vous donner. Alors, il y a également des activités qui sont en lien avec l'environnement et qui peuvent prêter à la discussion, aux échanges et à trouver des solutions intéressantes entre générations. Ce sont bien sûr les balades dans la nature. Et aussi, comme je vous le disais, la cuisine avec des produits locaux et de saison. Ce qui est certain, quand on a interviewé nos panels de jeunes, c'est qu'ils nous ont tous dit la même chose. En fait, ils ont vraiment besoin d'échanges avec les autres générations. Si eux sont vraiment convaincus de cette urgence climatique, de cette crise de la biodiversité, de l'épuisement des ressources, en fait, ils le savent. On leur en parle beaucoup. Mais ils ont vraiment aussi besoin d'être accompagnés dans des solutions. Il y a vraiment une différence entre la prise de conscience, quand on sait que quelque chose doit être résolu, on sait qu'il y a un problème, mais en fait, on ne sait pas toujours comment résoudre ce problème et on ne sait pas toujours où sont les solutions. Et ça, c'est quelque chose qui a été exprimé par de nombreux jeunes. En fait, c'est qu'ils savent qu'il faut agir, mais ils ne savent pas comment agir. Et là, c'est vraiment très important de remettre ce lien, de nouer des liens entre générations pour donner l'impression justement à ces jeunes qu'ils sont accompagnés dans ce chemin plus écologique qu'ils vont vivre dans leur vie. Alors nous, à l'ADEME, par exemple, c'est ce qu'on fait. On a un site pour les jeunes qui s'appelle Aime ta terre. Vous le trouverez en fait tout au début du chat, je l'ai mis en référence, où on va proposer des solutions très adaptées à la jeunesse,
qui sont parfois différentes de ce qu'on va proposer à des personnes qui sont plus âgés, mais en tout cas, on propose des solutions qui sont à leur portée et qui leur permettent de trouver un sens à ce qu'ils vont vivre dans leur quotidien, surtout quand ils ont une inquiétude et qu'ils veulent vraiment agir de manière plus écologique. Donc là, je vois Pascal qui pose la question à quel est l'âge moyen à partir duquel les jeunes deviennent éco-sensibles. Alors, il y a une véritable différence d'âge entre ceux qui, pour l'instant, constatent les choses mais n'ont pas développé une réelle inquiétude et la période de l'adolescence où on voit vraiment des jeunes commencer à se poser des questions sur ce que vont être leur vie. Quand on est plus jeune, en fait, on a plutôt tendance à percevoir l'environnement qui est plus autour de soi. Ça va être l'environnement familial, l'environnement de l'école, mais on n'a pas encore une perception du monde global comme on va l'acquérir quand on va grandir. Et quand on devient un adolescent, on perçoit beaucoup plus le monde qui nous entoure, mais là, beaucoup plus largement. Et on comprend, en fait, qu'on est en train d'avoir des interactions avec d'autres parties du monde, que nos modes de vie vont impacter, que le mode de vie de personnes qui vivent assez loin de nous peut également nous impacter, et on commence à devenir conscient en fait de toutes ces questions écologiques et de l'interaction de tous nos modes de vie à tous sur la planète, en fait sur les mêmes enjeux. Donc c'est là que peuvent commencer à se poser des questions vraiment importantes dans l'esprit des jeunes et parfois de l'anxiété, qui va générer justement des comportements parfois complexes. C'est-à-dire que l'anxiété peut par exemple engendrer du déni. C'est-à-dire que ne sachant pas comment faire ou en étant trop anxieux, en fait, on ne veut plus du tout entendre parler de ce problème et on peut complètement le rejeter. L'anxiété par rapport aux questions écologiques ne veut pas forcément dire qu'on va devenir acteur et qu'on va adopter des comportements plus écologiques. On peut aussi tomber dans l'écofatalisme. Bon, bah, c'est foutu et il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui encourage à l'action d'être anxieux, hein, ça peut bloquer également. Et là, il y a vraiment besoin en fait d'être rassuré, entouré par les générations qui sont plus âgées, qui vont pouvoir expliquer qu'il y a des modes de sortie de nos comportements aujourd'hui, qu'on a des solutions et qui vont pouvoir montrer quelles sont ces solutions. La valeur d'exemple en fait est très importante. Rassurer, montrer ce qu'on peut faire, c'est vraiment des choses qui font sortir les jeunes de l'anxiété parce qu'ils redeviennent acteurs et ils vont commencer justement à s'investir beaucoup plus et parfois à partager même leurs idées. Vous allez trouver peut-être des solutions avec eux et pas seulement pour eux. Donc je vous ai proposé, parce que nous sommes bientôt en novembre et que c'est là où on commence à se poser les questions de ce qu'on va faire à Noël, et donc je me suis dit que j'allais vous proposer quelques activités qui vont tourner autour de la période de Noël. Donc bon, là il n'y a pas d'enfants, donc on peut se parler des cadeaux de Noël. Voilà. Alors, je me suis proposé dans un premier temps de vous montrer en fait pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur les cadeaux de Noël. Mais vous verrez, on va aborder plein de questions sur Noël, la décoration, le sapin, la cuisine, etc. En tout cas, ce qui est important déjà, c'est de travailler un peu sur les cadeaux. Les cadeaux, en fait, c'est un très très gros impact environnemental à la période de Noël. En fait, c'est même l'impact majeur. Puisque, en fait, on a fait une étude pour mesurer l'impact environnemental de cette période de Noël, et c'est les cadeaux qui vont représenter le plus gros impact. En fait, ils vont être à 57% responsables des impacts et des émissions de gaz à effet de serre pendant cette période. Les cadeaux ont vraiment un poids écrasant, mais parce qu'on en fait beaucoup. En fait, on a l'impression que plus on fait de cadeaux, plus on montre notre amour. Et donc, on a eu tendance, plus les années passent, en fait, plus à faire des montagnes de cadeaux sous le sapin de Noël. Aujourd'hui, on compte à peu près à cette période plus de 300 millions de cadeaux qui sont faits à Noël, voilà, en France. Et chaque année, ce qui est terrible, c'est que 1 million de cadeaux ne sont pas désirés et sont même directement jetés. Dans l'étude, on a montré qu'il y a énormément de choses en fait qui sont offertes à Noël, mais comme elles n'ont pas forcément été désirées, parce que parfois on offre des cadeaux, on n'a pas toujours des listes sous la main, et on offre des cadeaux avec son budget et les moyens, enfin ou les connaissances qu'on a à peu près autour de nous de ce qui ferait plaisir ou pas, mais on ne sait pas, mais on offre un cadeau quand même, et du coup en fait parfois c'est des cadeaux qui ne vont jamais être utilisés, voire jetés. Et ça a été vraiment une révélation pour nous. On n'imaginait pas du tout des chiffres aussi importants. Voilà. Ensuite, on a tendance à offrir des cadeaux, pas forcément en très grande quantité, envoyer des bijoux ou des objets électroniques, mais en fait, c'est ces objets-là qui sont responsables d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Ils ont beaucoup d'impacts environnementaux.
Par exemple, pour extraire de l'or, pour fabriquer des bijoux, en fait, on va beaucoup polluer les sols, on utilise des produits chimiques très importants. Et puis surtout, on fait travailler des personnes, des travailleurs dans les mines de façon assez difficile, voire même très difficile. Il y a encore des mines qui font travailler des enfants. Et du coup, en fait, s'interroger aussi sur l'impact environnemental des cadeaux qu'on offre, c'est une manière de devenir aujourd'hui plus écologique. Donc, comme je vous l'ai dit, pas d'inquiétude sans proposer de solution. Je vais maintenant vous proposer des solutions pour organiser un Noël et offrir des cadeaux, en fait, en mettant en place des choses qui sont tout à fait accessibles et à la portée de tout le monde. Première idée, en fait, ça va être sur les cadeaux, sur organiser en fait quelque chose, un Noël pour les enfants, mais qui va reposer en fait sur quelques règles. Alors, vous connaissez certainement tous le Secret Santa, voilà, qu'on appelle aussi le Noël canadien, où on tire au sort un objet qu'on offrira à une personne, pardon, à laquelle on offrira un objet, un cadeau. En fait, c'est souvent fait dans les entreprises maintenant, ou bien dans les très grandes familles, pour pas être en recherche de cadeaux pour beaucoup de convives, surtout quand on est très nombreux à Noël. Et donc, en fait, on tire au sort à qui on offrira un cadeau. Et ça, c'est vraiment une première solution parce que ça permet de limiter le nombre de cadeaux qui vont s'empiler sous le sapin et qui, parfois, sont vraiment des tout petits cadeaux qui ne seront peut-être pas utilisés ensuite. Mais pour les enfants, c'est assez dur de n'offrir qu'un seul cadeau. Donc, en fait, je vous ai proposé quand même 4 règles pour combler les enfants à Noël, tout en ne les en ne mettant pas un amoncellement de cadeaux sous le sapin. Alors, ça vient des Britanniques. Ils ont une règle qui est donc le Noël britannique, basé sur 4 types de cadeaux. Alors, il faut toujours garder pour les enfants un cadeau qui fait envie. Ne pas offrir que des cadeaux qui ne sont pas dans la liste qu'ils ont faite au Père Noël. C'est important de leur conserver un cadeau qui fait envie. De trouver aussi un cadeau qui va tout de suite être utile. Pas se dire, bah tiens, ça, il l'aura s'il veut dans quelques années, etc. Un cadeau qui se porte et un cadeau qui se lit. Donc les Britanniques, en fait, considèrent que si on respecte cette règle des 4 cadeaux, eh bien, on est en capacité de combler un enfant à Noël. Alors maintenant, moi, je vais ajouter 3 autres règles d'or pour les jouets. C'est d'essayer de trouver des jouets avec le moins de plastique possible. Par exemple, privilégier des matières naturelles, un doudou en coton, des puzzles en bois ou des jouets en bois pour les tout petits. Et alors, je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est important pour leur santé. Parce que tous ces plastiques, en fait, qui sentent très fort, et il y en a beaucoup, hein, vous mettez votre nez sur la tête d'une poupée, des fois, qui est en plastique, elle peut sentir très fort. Eh bien, sachez que tous les plastiques qui sentent très fort, c'est des plastiques qui émettent des polluants. C'est des plastiques qui vont même créer des irritations pour les voies respiratoires des enfants. En fait, ce sont des plastiques qui vont émettre des composés organiques volatiles, qui sont donc des polluants de l'air, et qu'il ne faut surtout pas respirer. Donc, essayez de se passer de tous ces jouets, et souvent c'est dans des plastiques, en fait, des jouets à bas prix, en fait, qui sont des plastiques qui sont vraiment très émetteurs. Donc là, il faut vraiment essayer de s'en passer. De la même manière, laissez de côté toutes les poupées qui sentent bon. Il y a eu un moment, une mode des poupées parfumées, ou des jouets parfumés, ou des feutres parfumés. Voilà, des choses qui, en fait, sont pas du tout bonnes pour la santé des enfants. C'est peut-être drôle de déboucher un feutre qui sent la banane, mais honnêtement, ça n'a aucun intérêt pour la santé des enfants. En fait, ils respirent des composés organiques volatiles qui sont très irritants pour leur voie respiratoire. Tout ce qui est parfumé, donc je vous disais, vous oubliez, même les parfums pour enfants, quand on est tout petit et qu'on est parfumé, c'est pas si bon que ça. En fait, il vaut mieux pas mettre d'odorant et de parfum sur les enfants. Et si possible, essayez de ne pas choisir des jouets qui fonctionnent avec des piles, parce que c'est vraiment, à la période de Noël, on voit une augmentation des achats de piles, parce qu'il faut vraiment remplir ces jouets qui font du bruit, qui clignotent, qui agacent d'ailleurs très vite les parents. Mais en tout cas, c'est vraiment une proposition, c'est d'essayer de respecter aussi ces 3 règles pour les jouets, en plus des 4 règles du Noël britannique. J'espère que je vous ai donné quelques idées intéressantes.
Ensuite, quand on va aller vers d'autres objets qui peuvent valoir même très cher, hein, tous ces objets électriques, électroniques, numériques, eh bien en fait, le reconditionné peut être aussi un très bon exemple, en fait, de cadeau qui est plus écologique. Pourquoi? Parce qu'en fait, acheter du reconditionné, c'est déjà c'est déjà limiter les impacts environnementaux de ce que vous allez offrir. Par exemple, un téléphone reconditionné va avoir 8 fois moins d'impact sur l'environnement qu'un téléphone neuf. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne faut pas aller extraire de nouvelles matières premières pour fabriquer un téléphone. Il y a 50 métaux qui sont nécessaires pour fabriquer un téléphone portable. Donc, c'est beaucoup de matière qu'il va falloir mobiliser, extraire. C'est une fabrication qui se fait souvent dans des conditions aussi assez polluantes. Donc, en fait, moins vous achetez de téléphones neufs, eh bien, plus vous protégez l'environnement. Donc, c'est aussi intéressant du point de vue prix, mais ça, je ne vous l'apprends pas. En fait, le reconditionné permet bien sûr de diminuer les coûts. Ensuite, dernière petite proposition pour les cadeaux, en fait, c'est également de pourquoi pas offrir des cadeaux qui sont d'occasion. Alors, on avait demandé aux jeunes ce qu'ils en pensaient et pour eux, ce n'est pas du tout un problème de recevoir un cadeau d'occasion. Ils disent même que si ils reçoivent un cadeau d'occasion, mais que c'est ce qu'ils veulent, ça leur fait bien plus plaisir que de recevoir un cadeau qui n'était pas dans la liste. Et souvent, dans les cadeaux d'occasion, ça permet en effet de diminuer le prix et d'offrir aux jeunes le cadeau dont ils rêvaient. Donc, ne pas se priver aujourd'hui d'aller acheter un cadeau d'occasion. Pendant de nombreuses années, on s'est dit « Ah non, à Noël, on ne peut pas acheter des cadeaux d'occasion, ça se fait pas ». Mais en fait, c'est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus tendance et qui n'est pas du tout rejeté par la jeune génération. Voilà le petit point fait sur les cadeaux. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la décoration et de vous proposer aussi des idées de créativité qui ne vont pas faire appel forcément aux boules en plastique, aux guirlandes en plastique et aux sapins de Noël traditionnels, voire en plastique mais qu'on jette. Pourquoi est-ce que je vous propose ces idées de fabriquer avec de la récup le sapin de Noël? C'est parce qu'aujourd'hui, même si on offre à peu près... même si on a encore à peu près 6 millions de sapins naturels vendus par an à la période de Noël, en fait, on a aussi beaucoup de sapins artificiels qui sont achetés. Et malheureusement, ces sapins artificiels, ils ne sont pas conservés très longtemps. En fait, on a tendance à acheter des sapins qui ne sont pas toujours de très bonne qualité, qui sont en plastique, qui ont été fabriqués à l'autre bout du monde, qui sont censés remplacer le sapin naturel, donc éviter de faire grandir des arbres pour les couper, les transporter et puis ensuite devoir les recycler. Mais ça a un intérêt que si vous gardez longtemps votre sapin artificiel. Si c'est pour le jeter lui aussi très rapidement parce qu'il n'a pas été acheté de très bonne qualité, ça n'a aucun intérêt écologique. Donc vraiment, si jamais vous voulez vous passer de sapin naturel, eh bien, il y a d'autres manières de faire et c'est ce que je vais vous proposer là avec quelques idées de récup. Sur Internet, il y a énormément de tutos qui sont apparus ces dernières années parce que c'est des choses qui sont vraiment très jolies à faire et qui demandent de la créativité mais qui sont très amusantes. Par exemple, avec des vieilles chutes de bois ou même des palettes que vous pouvez peindre, par exemple en verre, puis ensuite décorer avec des boules et des guirlandes, vous pouvez fabriquer un sapin en planche. Alors, si vous n'avez pas de place, vous pouvez même faire ce sapin qui peut être posé le long du mur et qui ne prend pas du tout de place dans une pièce et qui fera un super effet pour la période de Noël. C'est quelque chose, par exemple, que vous pouvez tout à fait faire avec les enfants, créer des décos comme ça pour Noël. Vous pouvez aussi travailler avec eux, par exemple, et leur faire empiler des livres qui vont permettre de recréer l'esprit de Noël, qui vont reprendre la forme du sapin. Vous poserez ensuite des guirlandes, des boules dessus ou des petites décorations et ça fera un très très joli sapin. Vous verrez, vous allez trouver pas mal de choses sur Internet qui vous décrivent comment faire, mais en tout cas, ça fait vraiment des choses très jolies et très réussies. Et puis, si jamais vous avez une échelle en bois ou une échelle comme ça à poser le long du mur, vous pouvez aussi la décorer en forme de sapin. Là, on ne l'a pas montré en forme de sapin sur ce schéma, mais vous pouvez tout à fait lui redonner aussi une forme de sapin en travaillant avec des formes de guirlandes et de boules et ça peut faire un très joli effet. Donc, par exemple, proposez une activité comme ça à vos enfants, à vos petits-enfants.
leur permettre de travailler avec vous sur quelque chose de très écologique et de complètement différent pour décorer votre logement pour Noël, ben, ça peut être une super idée qui peut vous réunir sur ce sujet de l'écologie. Si jamais vous ne voulez pas vous passer de sapin, vous pouvez en effet avoir des sapins naturels. Il y en a certains donc aujourd'hui qui poussent en France et qui viennent de France dans des plantations spécifiques. Et puis surtout essayer de repérer en fait des labels. Il y a des sapins naturels qui vont porter des labels qui signifient qu'ils vont tenter de respecter au maximum, de limiter au maximum leurs impacts environnementaux. Et je vous ai mis ces labels ici, c'est Plantes Bleues, MPS, Max Havelaar ou encore AB. Vous avez aujourd'hui des sapins qui commencent à arriver sur le marché et qui sont issus de l'agriculture biologique. Voilà, essayez bien sûr de limiter le plus possible les sapins floqués. Les sapins floqués, c'est ceux qui vous sont vendus avec de la neige artificielle dessus, ou bien des sapins verts, ou bien des sapins bleus. En fait, il ne faut pas acheter ce genre de sapins parce qu'on ne pourra rien en faire derrière, ils seront forcément incinérés. Les sapins naturels, après la période de Noël, vous allez les déposer dans certains points de collecte, dans les villes ou même en magasin, et ils vont être récupérés pour être ensuite compostés ou bien broyés, et ça deviendra en fait de l'amendement qui sera déposé dans les jardins publics. Mais si votre sapin il est coloré en vert, en bleu ou floqué, on ne pourra plus rien faire de ces sapins et on va devoir les incinérer. Donc c'est assez important, si vous le pouvez, en fait, d'aller plutôt sur des sapins naturels qui pourront ensuite être compostés, voire broyés pour être mis, comme je vous le disais, dans les jardins publics. Et si vous avez aussi envie de replanter ce sapin dans votre jardin après les fêtes, eh bien vous pouvez le choisir en pot. Mais dans ces cas-là, il vous faudra faire attention, il ne faut pas le laisser trop longtemps chez vous. Parce que si vous le laissez beaucoup de jours d'affilée dans un logement chaud, les racines vont sécher et il risque de ne pas reprendre une fois qu'il sera planté. Je vous ai proposé également des idées de sapins, si vous voulez aller vers des sapins naturels. En fait, il vaut beaucoup mieux aller... Aujourd'hui, les sapins artificiels sont vendus... Pardon, je me suis trompée. Excusez-moi, je voulais juste vous parler des sapins artificiels maintenant. Il y a beaucoup de sapins artificiels aussi qui sont disponibles sans version plastique. Vous n'êtes pas obligé d'aller prendre un sapin qui va vite vieillir et qui n'est pas très joli. Vous pouvez aussi investir dans des sapins artificiels en bois. Et il y en a de plus en plus qui sont proposés dans les grandes surfaces de bricolage, dans les, je sais pas, des grandes surfaces qui font aussi des objets de décoration. Vous allez les trouver de plus en plus facilement. Si vous avez également le temps, l'envie et que vous avez des espaces naturels autour de vous, bien, ce que je vous propose, c'est aussi d'aller plus loin et d'utiliser la nature pour faire la décoration de Noël. Vous pouvez par exemple ramasser des pommes de pin, les rattacher à des rubans ou à du fil de pêche et essayer de créer comme ça des guirlandes de pommes de pin. C'est très très joli. Vous pouvez créer aussi des couronnes végétales en tressant du lierre, du hou, autour d'un cintre en métal. Et puis par exemple, utiliser une orange et des clous de girofle pour faire des décorations. En plus, ça sent très bon, ça va parfumer beaucoup votre intérieur, donc c'est en plus très agréable. Mais voilà, vous avez plusieurs idées qui peuvent être aussi possibles pour vous passer de décorations qui vont finalement souvent être en plastique et que vous ne gardez pas très longtemps. Et oui, en fait, dans les études qu'on a réalisées, on a vu qu'en moyenne, les décorations de Noël étaient changées tous les 5 ans. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de produits en plastique qu'on jette, qu'on achète. Et d'ailleurs, on vous donne l'impression qu'il faut beaucoup renouveler vos décorations de Noël parce que tous les ans, vous avez un nouveau thème pour Noël. Vous avez le thème blanc, vous avez le thème en couleur, vous avez le thème noir, vous avez avec les plumes. Donc en fait, on vous donne l'impression qu'il faut toujours tout racheter. Et c'est pour ça certainement que en fait, on a tendance à ne pas garder très longtemps les décorations de Noël, ce qui est vraiment très dommage parce que c'est des déchets en plus qu'on met dans la poubelle. C'est des matières souvent en plastique qui ont été fabriquées à partir de pétrole. Et donc, je pense que si on peut faire autrement, ça pourrait être super. Voilà.
Donc en effet, je comprends Muriel, hein, avec les enfants, il y a vraiment la joie du vrai sapin. Mais c'est pour ça que dans toutes les propositions que je vous ai faites, j'ai quand même mis des idées avec un vrai sapin. Essayez de repérer ceux avec les labels dont je vous ai parlé. Et puis faites en sorte qu'il ne soit pas floqué pour pouvoir le recycler après les fêtes. Et ce sera déjà une bonne idée. Alors, pour les guirlandes LED, en effet, aujourd'hui, vous n'allez plus trouver d'autres guirlandes que des LED. Il y a quelque temps, vous aviez encore des petites guirlandes qui pouvaient être avec de l'incandescence ou de l'halogène ou des choses comme ça, mais c'est fini. En fait, aujourd'hui, vous n'avez plus le droit d'avoir d'autres guirlandes que des guirlandes à LED, donc qui vont consommer beaucoup moins d'électricité que les anciennes guirlandes qu'on avait, puisque les LED en fait ne chauffent pas. Hein, c'est un principe qui va illuminer mais sans dépenser beaucoup d'énergie puisque ça ne chauffe pas. Et donc, pourquoi pas décorer, par exemple, il y a des personnes qui ont fait remonter l'année dernière justement leur déco de Noël. Ils avaient punaisé des guirlandes LED sur le mur et ils avaient fait une déco au pied de la guirlande qui était punaisée au mur en forme de sapin et ça rendait un super bel effet. Voilà, ils avaient décoré complètement autrement à partir d'une guirlande LED et c'était vraiment très joli. Donc, comme je vous le disais, place à la créativité, place à la conservation, en fait, pour tout ce qui va toucher les produits de Noël, parce que finalement, c'est une période où on consomme beaucoup, on achète beaucoup, mais autant ne pas acheter pour jeter. Voilà, c'est une période qui nous pousse tous à la consommation. Je sais que c'est très compliqué pendant cette période de faire la part des choses et de se dire que finalement, allez, laissons l'impulsivité, allez, laissons les choses se passer pour faire le plaisir au maximum de monde. Mais comme j'ai essayé de vous montrer dans tous les slides que je vous ai passés, en fait, ça a quand même de gros impacts environnementaux. Et je pense, et j'espère vous avoir convaincu qu'on peut être quand même dans la joie, dans la créativité, dans le partage et dans l'écologie en même temps. Pour emballer les cadeaux, vous pourrez aussi trouver des idées. Je vous ai mis le petit guide de l'ADEME tout en haut du chat. Ça s'appelle « Comment organiser un Noël plus écolo » et vous verrez, vous avez plein d'idées à l'intérieur que vous allez retrouver dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Hein. Vous allez retrouver ça dans ce guide. Mais vous verrez que vous avez aussi des idées pour emballer les cadeaux. On va vous proposer, pourquoi pas, de travailler la méthode du furoshiki, qui est une méthode japonaise qui permet d'emballer avec du tissu, avec des effets super jolis. Donc, vous pourrez retrouver plein de modèles aussi sur Internet pour emballer. Vous n'êtes pas juste obligé de plier en carré. Hein, vous allez voir, ça fait plein de petits nœuds. On va vous apprendre à faire des petits nœuds très jolis, en fait, pour emballer des cadeaux avec du tissu. Vous pouvez aussi, avec les enfants, par exemple, créer des boîtes de Noël, hein, en récupérant des boîtes qui sont des boîtes à chaussures ou des boîtes en carton, et puis leur faire dessiner dessus ou faire dessiner sur des feuilles qui seront ensuite collées sur ces boîtes, et ça peut faire des super jolies boîtes de Noël, et tout le monde a l'impression d'avoir participé à cette magie de Noël, et ça, c'est aussi une super bonne idée. Voilà, surtout s'ils doivent emballer des cadeaux pour leurs parents, vous leur faites faire la boîte de Noël, et ça les rendra normalement très heureux. Attention, voilà, au papier cadeau, hein, puisque tous les ans, c'est des tonnes et des tonnes de papier cadeau qui sont jetés, 20 000 tonnes de papier cadeau qui sont jetés pendant la période de Noël et qui viennent encore alourdir nos poubelles. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, un tote bag. Si vous avez des jolis tote bags, vous pouvez aussi utiliser un tote bag pour emballer certains cadeaux, ou bien fabriquer, si vous avez des vieux tissus et que vous savez qui sont très jolis et que vous savez coudre, en fait, vous pouvez aussi fabriquer des pochons de Noël qui pourront être réutilisés d'une année sur l'autre. D'ailleurs, ça commence à être donné un petit peu en magasin comme petit cadeau à la période de Noël, etc. parce que ça marche très bien. En fait, on offre ça dans un pochon et puis le pochon, là, du coup, il sera réutilisé une prochaine fois par la personne qui a reçu le cadeau et ça permet de se passer de papier. Donc, si vous avez envie de fabriquer des petits pochons de Noël, eh ben, vous pouvez vous lancer dès maintenant et éventuellement même le faire avec vos enfants et vos petits-enfants. Voilà pour ma petite idée pour Noël. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à ce qu'on peut faire en cuisine ou
Si vous n'avez pas de questions, pas de souci, je me lance dans des propositions pour faire des choses avec entre générations en cuisine. Ben, je vois personne taper, donc j'imagine que vous m'avez posé vos questions au fil de l'eau. Donc, attaquons sur l'idée numéro 2, c'est cuisiner entre générations avec des produits de saison. Alors, la première activité que je vais vous proposer, c'est de vérifier les connaissances sur les fruits et légumes de saison avec vos enfants et vos petits-enfants. Alors, c'est toujours quelque chose de très amusant à faire parce que, comme aujourd'hui, tout est disponible en magasin, sur les rayons, vous allez perdre un peu quand vous n'avez pas connu cette période où tout était présent. Vous savez à peu près quelle est la saison des fruits et des légumes. Mais quand on vous a toujours tout montré sur les étals, en fait, vous perdez un petit peu la possibilité de savoir réellement ce qui est de saison et ce qui ne l'est pas. Donc, je vous propose ici un site qui s'appelle Impact CO2 et qui va vous montrer un petit catalogue où vous avez saison par saison, en fait mois par mois, les fruits et légumes de saison. Donc vous allez pouvoir découvrir, si en interrogeant vos enfants sur le mois, à votre avis, quel est en décembre les fruits et légumes de saison, ben vous verrez, vous mettez décembre dans cet outil et ça va vous sortir une liste. Et je suis persuadée qu'ils vont découvrir des choses. Voilà, c'est déjà quelque chose d'intéressant à faire avec eux. Et vous pouvez également, en fait, leur faire découvrir, il y a des calendriers, je vais vous les mettre ensuite en lien dans ces calendriers. On a un calendrier des fruits et légumes de saison et on a aussi un calendrier, en fait, qui va reprendre l'ensemble des légumes secs et je vous propose là encore de les faire. Ah ben merci Steve de le faire pour moi. Et il y a également un calendrier, mais que je vous mettrai après en lien. Et je vais également vous proposer de leur faire découvrir les légumes secs. Car quand on est jeune, on n'a plus l'habitude de manger certains légumes secs qui étaient pourtant avant dans l'alimentation et qui sont très bons pour la santé et très bons pour la planète. Les légumes secs, ce sont des légumes qui ont pas mal de qualités nutritives, qui sont très bonnes pour la santé et qui sont de moins en moins utilisés en cuisine. Donc moi, ce que je vous proposerais, c'est de refaire un petit travail de découverte avec les plus jeunes et de leur montrer en fait, les fèves, les haricots blancs, les lentilles vertes, les pois chiches, les haricots rouges, les lentilles brunes, les lentilles corail, les pois cassés, tout ça en fait ça va se cuisiner, ça va se mélanger à des recettes et vous allez leur faire découvrir en fait des nouveaux goûts qu'ils n'ont pas forcément. Alors pour vous aider en fait, vous trouverez ensuite des liens, mais on a refait un petit état du trempage nécessaire parfois et du durée de cuisson parce que c'est des choses qui ne sont plus autant utilisées en cuisine qu'elles l'étaient avant et il y a des habitudes qui se sont perdues. Voilà, et je vais vous donner ensuite tous ces outils derrière que vous pourrez afficher sur le frigo. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de montrer à vos jeunes en fait des idées de recettes. Je les ai mis tout en haut dans le chat. Vous avez, alors attendez, si vous remontez tout en haut, vous allez découvrir, en fait, nous avons publié des guides avec des idées de recettes. Alors, je vous les ai montrés ensuite ici, mais vous allez pouvoir retrouver les liens plus facilement en allant dans le chat tout en haut. Et ce sont des recettes avec des légumes et des légumineuses et vous allez voir qu'elles sont très faciles à faire et que vous allez trouver par saison en fait des recettes qui vont vous permettre de réintégrer tous ces légumes et légumes secs qu'on n'a plus tellement l'habitude d'utiliser. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant en fait pour l'environnement ? Eh bien, pour la santé, c'est parce que en fait, ça contient beaucoup de protéines. En fait, ce sont des protéines végétales qui... Jean-Paul me dit, vous n'avez pas mes petits-enfants. D'accord. Je cale en cuisine. Bah oui, c'est vrai que moi aussi, j'ai des enfants, je compatis, c'est pas toujours si facile. Ce sont des propositions d'action, d'idées, mais je sais que parfois il faut insister un petit peu. Alors, du coup, si vous leur rappelez qu'en fait, les protéines végétales, pourquoi c'est important, redonnez-leur peut-être aussi un peu de sens, en fait, dans ce qu'ils sont en train de faire avec vous et pourquoi c'est important de le faire. Moi, j'ai remarqué que ça marche quand même beaucoup mieux. Quand on redonne du sens à ce qu'on est en train de leur demander ou de leur proposer, en fait, ils arrivent à accepter parfois beaucoup mieux ce qu'on va leur demander. Alors, pourquoi c'est important pour leur santé ? Voilà, parce que c'est très riche en fibres.
C'est très riche en protéines et en vitamines et en minéraux. En fait, ce sont des produits qui sont excellents pour leur santé. Et bons pour l'environnement aussi, parce que en fait, les légumes secs ne demandent pas du tout les mêmes choses pour pousser dans les champs, en fait, que les autres produits que vous voyez, blé, maïs, etc. En fait, c'est des produits des cultures qui vont demander beaucoup moins d'eau. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin d'irriguer autant que, par exemple, que pour une culture de maïs. En fait, ça ne demande pas beaucoup d'eau pour pousser des légumineuses. Et ensuite, en fait, ce sont des légumes qui fixent l'azote de l'air. Donc, en fait, pour pousser et pour grandir, beaucoup de cultures, en fait, demandent l'azote du sol. Et c'est pour ça qu'on leur met beaucoup d'engrais dans le sol, pour les aider à pousser. Et là, gros avantage avec les légumineuses, elles n'ont pas besoin de l'azote du sol, elles vont capter l'azote de l'air pour pousser. Donc en fait, elles ne vont pas demander beaucoup de produits supplémentaires dans le sol, elles ne vont donc pas appauvrir le sol et polluer, et elles ne demandent pas beaucoup d'eau. Donc peut-être que si vous leur expliquez ça, ça va leur donner un petit peu plus envie, Jean-Paul, de passer aux légumineuses. J'espère que oui. C'est dommage qu'on puisse pas se contacter après et que vous puissiez pas me dire quelles sont les idées qui ont fonctionné parce que j'adorerais ça. J'adorerais savoir finalement ce qui a pu marcher ou pas pour vous. Donc, ce qui est conseillé, c'est de découvrir ces légumineuses avec les jeunes et en fait d'en introduire au moins 2 fois par semaine en fait dans vos plats. Donc là, je vous ai donné un petit livret de recettes que vous trouverez aussi plus haut. Et maintenant, en fait, je voulais vous proposer de faire le point un peu avec vous sur des ressources pour que vous puissiez aller découvrir d'autres idées et fouiller un peu sur des sites internet pour vous aider un petit peu plus à trouver des solutions écologiques. Donc ce guide, comment organiser un Noël écolo, vous le retrouvez tout en haut du chat. Mais vous avez également un guide qui a été publié l'année dernière par l'ADEME et qui reprend 1001 idées écologiques avec les enfants. Vous allez voir que ça va tourner aussi autour d'autres choses, du cartable, de ce que vous allez pouvoir faire avec eux dans leur chambre, des idées d'activités, etc. Et voilà, je voulais vous conseiller en fait d'aller fouiller un peu dans ces ouvrages parce que ça vous permettra de trouver des idées pratiques qui vont pouvoir être développées ensuite avec les jeunes. Je vous ai mis ces documents en fait qui reprennent des règles et qui peuvent être imprimés facilement et affichés sur le frigo de cuisine des légumineuses. Je vous ai également mis un guide qui peut être intéressant pour vous parce que en fait vous allez y découvrir des conseils pour préserver la santé et la planète. Et ça vous explique du coup toutes les solutions, qu'est-ce qu'il faut penser sur l'alimentation, mais aussi sur les produits que vous utilisez à la maison pour faire le ménage. Tous ces produits odorants, comme je vous l'expliquais pour les jouets, les produits de ménage très odorants, c'est très mauvais pour la santé. En fait, il faut essayer de s'en passer le plus possible parce que c'est très irritant pour les voies respiratoires et ça pollue beaucoup l'air de la maison. Et donc, dans ce guide, en fait, préserver sa santé et la planète, vous allez retrouver beaucoup de conseils qui vont vous aider à devenir plus écologique au quotidien tout en préservant votre santé. Alors, je vois qu'entre vous, vous échangez des choses qui marchent assez bien sur les cuisiner avec des légumineuses, sur la soupe potiron lentilles corail. C'est vrai que c'est très bon. Et les petits blinis de lentilles faits avec une poêle, ça doit être excellent également. Donc, c'est vrai que, en fait, c'est plutôt, j'ai l'impression, les idées qui manquent, plus en fait que le goût qui est difficile pour convaincre les plus jeunes, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont vraiment très très bonnes au goût et qui vont les séduire, je pense. Ensuite, je voulais vous faire connaître peut-être ce site que vous ne connaissez pas encore, qui propose des conseils dès que vous avez un doute pour jeter quelque chose. En fait, ce site s'appelle quefairedemesdéchets.adem.fr et dès que vous mettez l'objet que vous voulez jeter, le déchet ou l'objet, en fait, on va vous dire tout de suite autour de vous s'il n'existe pas une structure qui le récupérerait, s'il n'y a pas autre chose à faire que de le jeter à la poubelle. Alors, bien sûr, il y a parfois des déchets qui ne peuvent pas être jetés ailleurs que dans la poubelle, mais on va vous dire dans quelle poubelle le jeter, dans quelle poubelle de tri. Parfois, vous avez des interrogations, vous n'êtes pas sûr de votre geste de tri,
Et donc, ce site va vous permettre de tout de suite découvrir en fait que faire du déchet ou de l'objet dont vous voulez vous débarrasser. Je voulais vous faire connaître également un site internet qui est le site agirpourlatransition.adem.fr, spécialement fait pour les particuliers. Vous allez dans ce site pouvoir trouver des conseils et des informations en fait pour tous les univers de votre vie. Alors, vous allez pouvoir trouver au bureau des conseils. Quand vous allez au bureau travailler, des conseils quand vous consommez avec les droits de la conso. Qu'est-ce que c'est que la garantie sur un produit? Est-ce que c'est vrai quand on vous dit qu'on vous offre une garantie de 2 ans? Est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, sachez qu'en fait, on vous l'offre pas, c'est la garantie légale. Parfois, on vous fait croire que c'est un cadeau qu'on vous fait quand on vous offre une garantie de 2 ans, mais en fait, non. Tous les produits que vous achetez, même un vêtement, n'importe quel produit, en fait, a une garantie légale de 2 ans. Donc, vous allez pouvoir découvrir en fait des conseils qui vont vraiment vous aider au quotidien à savoir si vous pouvez faire réparer un objet. Eh bien oui, s'il est sous garantie, vous allez pouvoir en fait le faire réparer pendant les 2 premières années. Si c'est pas de votre faute et qu'il tombe en panne ou qu'il est cassé, en fait, vous avez une garantie légale. Vous pouvez le faire réparer plutôt que de le jeter. Vous allez trouver énormément de choses pour la maison, avec des conseils en cuisine, pour le jardinage, pour la décoration. Vous allez vraiment avoir beaucoup de conseils. Vous avez des conseils spécifiques pour les parents, notamment pour l'école, pour les menus, pour savoir comment parler d'écologie aux ados, voilà. Beaucoup de conseils aussi sur comment faire pour partir en vacances de façon plus écolo, choisir une destination, choisir un hébergement, et puis pour vos finances, savoir également comment bénéficier de plein d'aides quand vous faites des actions écologiques. Donc voilà, ce site, je voulais vraiment vous le faire connaître parce que il n'a pas bénéficié beaucoup de publicité, mais c'est vraiment un site de solutions écologiques où vous allez pouvoir trouver beaucoup de choses qui vont vous aider au quotidien. Il est beaucoup plus facile à consulter, je vous le cache pas, sur un ordinateur que sur un smartphone, parce que en fait, il a quelques défauts sur son utilisation smartphone où vous trouvez très difficilement ces rubriques là-haut. Donc, si vous pouvez plutôt le consulter sur un ordinateur, je vous conseille. Pour les jeunes, j'ai aussi envie de vous proposer de leur faire découvrir le site Aime ta terre. C'est un site qui a été développé par l'ADEME et qui donne aux jeunes une série de solutions. Je vous l'ai mis dans le haut du chat, vous l'avez, le lien vers le site Aime ta terre. Il va proposer en fait énormément d'actions dans la rubrique Agir. Mais il va aussi répondre à toutes leurs questions écologiques dans la rubrique Comprendre. Et il va notamment leur proposer des manières de s'engager pour la planète. Alors c'est beaucoup plus pour des grands, pour des ados qui peuvent déjà faire du bénévolat ou des choses comme ça. Mais quand même, je pense que c'est intéressant pour vous, parents et grands-parents, de savoir qu'il y a des lieux où on peut expliquer aux jeunes des choses de manière adaptée à leur situation, où on leur donne pas l'impression qu'à leur portée, il n'y a rien du tout, que c'est juste un monde pour lequel les adultes doivent trouver des solutions, mais qu'ils ne peuvent pas vraiment agir. En fait, ils sont coincés et piégés dans un monde qui ne leur correspond pas. Et vraiment, ce site, il va leur donner la pêche. Il va leur montrer qu'ils peuvent faire énormément de choses à leur niveau. Ils vont avoir plein de petites actus pour savoir, pour découvrir des petits outils, des jeux, des choses qui sont faites parfois par des influenceurs. Enfin, voilà, c'est un site très important pour justement leur montrer qu'il y a énormément de choses à faire et que rien n'est foutu. Et voilà, il nous reste quelques minutes, il nous reste 6-7 minutes pour discuter ensemble. Si jamais vous avez des questions à me poser, je serai ravie de pouvoir y répondre. Et merci beaucoup pour les petits pouces qui se lèvent, ça me fait très plaisir et ça me fait chaud au cœur. Alors écoutez, peut-être que s'il n'y a pas trop de questions, c'est peut-être, merci beaucoup, c'est peut-être parce que j'ai été claire. Alors, ah oui, comment répondre aux fake news anti-écologiques? Alors oui, merci pour cette question, parce qu'en effet, il y a des façons d'y répondre.
Déjà, en fait, quand on voit des fake news, ce qu'il faut expliquer aux jeunes, c'est que en fait, l'émetteur de la news en fait va compter beaucoup pour savoir en fait si c'est possible ou pas d'y croire. Alors, quand en fait on voit une news en fait qui ne source rien, qui ne fait référence à aucune étude, qui ne dit pas que un tel a travaillé ou un tel a travaillé, que c'est juste un avis qu'on balance comme ça, il faut tout de suite s'en méfier. Les vraies news qui sont publiées et qui ont du poids, en fait, ce sont des gens qui vont avoir sourcé, qui vont savoir pourquoi ils le disent. Et donc ça, déjà, expliquer ça aux jeunes, qu'en fait, pas de source affichée, faut déjà se demander. Ensuite, leur expliquer que ce n'est pas parce qu'un tel l'a dit, qui a été repris par un tel, qu'il a repris par un tel, qui a repris par un tel, que ça fait une information vraie. Ce n'est pas parce qu'une information est partagée qu'elle est vraie, en fait. Et souvent, ça, c'est quelque chose qui est un vrai piège pour les jeunes. C'est qu'en fait, quand ils voient que plusieurs personnes ont partagé la même information, pour eux, ça devient une information validée. Non. Ce n'est pas ça qui fait une information validée. Ce n'est pas parce qu'elle est partagée plein de fois. Et merci pour tous les pouces que je vois continuer à arriver. Ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Florence, est-ce qu'on peut retrouver également des astuces bricolage sur le site de l'ADEME? Alors, vous allez avoir surtout un article qui fonctionne très bien sur le bricolage, c'est que faire de ces déchets d'amiante. C'est quelque chose qui nous est souvent demandé parce que vous allez voir, il y a des règles pour les déchets d'amiante. Donc cet article, il est très consulté, par exemple, sur le site que je vous ai montré pour les particuliers. Et surtout, en fait, on va vous donner aussi des conseils sur la qualité de l'air quand vous bricolez. En fait, ce qu'il faut justement ne pas faire. Protégez-vous bien et aérez beaucoup votre logement parce que vous allez voir, il y a tout un article en fait sur comment décorer son logement. En fait, par exemple, ne peignez jamais une pièce quand vous êtes enceinte. Jamais. Ne vous exposez jamais à des produits toxiques quand vous êtes en situation de fragilité. Vous allez voir, on va vous donner des conseils en fait pour essayer de limiter toutes les pollutions. Vous avez un moment dans notre rubrique maison, vous avez un espace santé. Et dans cet espace santé, on va vous dire tout ce qu'il faut pour essayer de limiter au maximum les pollutions pour vous. Alors, est-ce qu'il existe un label de qualité pour les sites écologiques? J'ai envie de dire malheureusement non. Donc nous, on est un site d'État puisqu'on est une agence d'État et c'est pour ça en fait que l'information qu'on vous donne, elle est fiable et vérifiée. Et en fait, nous, on n'a aucun objectif de vous vendre quoi que ce soit. Nous, notre objectif, c'est de vous passer l'information la plus juste et l'information de qualité et une information de qualité. Mais il y a beaucoup de sites où, en fait, ce sont des sites qui, derrière, vont essayer de vous vendre des technologies ou vous vendre des choses, des solutions ou vous vendre un objet. Et donc, parfois, l'information peut être biaisée. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est faites référence le plus possible à des sites qui sont des sites non commerciaux, qui n'essayent pas derrière de vous vendre une technologie ou quelque chose en particulier. J'espère avoir... le chat est passé assez vite. Attendez, pendant que je parlais, donc je regarde si j'ai pas oublié des choses. Oui, il y a une dernière question sur le label de qualité sur les sites écologiques. Alors oui, sur les sites écologiques, je viens d'y répondre justement pour dire qu'il faut essayer de ne pas aller trop chercher de l'information sur des sites qui derrière vous vendent des choses parce que leur information est parfois pas complète ou un peu biaisée. Donc voilà. Je remonte un tout petit peu. J'aime beaucoup le commentaire, c'était très bien, vous avez été brillante. Je pense que je vais faire un petit scan pour me le garder. Merci beaucoup. Il y a un replay, ça tombe bien. Merci beaucoup. Alors Marie-Annick est en train de taper. Alors il y a peut-être une question. On aura aussi souvent, dans le questionnaire de satisfaction ou dans les retours par email, les gens vont plutôt être bienveillants. En général, ils sont plutôt très gentils. Bah oui, non, mais merci beaucoup. Je vous assure que ça m'a fait plaisir de voir que j'ai pu vous donner des informations intéressantes. Moi, vous savez, je suis souvent dans mon bureau et pas tellement en contact. Voilà, je produis de l'information, j'écris, je cherche comment vous expliquer tout ça, mais j'ai pas beaucoup le lien avec vous tous, donc ça me fait plaisir quand c'est possible de l'avoir. Là, ça a été l'occasion de le faire. On arrive au terme de ce webinaire. Si vous avez une dernière question. Ah oui, bien sûr, Jean-Paul. Pardon, excusez-moi, je dis juste à Jean-Paul. Et oui, bien sûr, vous pouvez tout diffuser. L'ADEME, donc, c'est une agence d'État. Nos informations sont donc faites pour être diffusées le plus possible. Nous sommes en fait, l'information, elle est libre et transférable comme vous le souhaitez.
Donc, bien sûr, vous pouvez diffuser tout ce que vous souhaitez. Et j'ajouterai que tous les contenus issus de l'ADEME sont partageables à outrance. N'hésitez pas à le faire. Il y a énormément de sujets, de thématiques que vous pouvez aborder. Allez sur le site de l'ADEME, vous aurez des informations et des guides pratiques. Florence en a parlé juste avant. On arrive au terme de ce webinaire. Malheureusement, on est dans les temps. Merci Florence pour cette participation. Merci Steve pour cette participation aux questions qui sont arrivées à la fin quand même. Vous allez recevoir directement, quand on va terminer l'événement, le replay du webinaire, ainsi qu'un questionnaire de satisfaction. On espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous pour les prochains événements. Demain s'invente aujourd'hui pour les seniors et la santé de votre enfant pour les parents. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.